Bien, écoutez, on démarre. Je vous remercie d'être à l'heure. On est avec le quart d'heure de retard normal. On va essayer de tenir aussi les horaires, hein, puisqu'il y a 4 tables rondes dans la journée, comme hier. Et on va pas faire comme hier matin, où la première table ronde a pris une grosse part de la matinée. Vous me connaissez, je suis Michel Limousin. Je suis le rédacteur en chef des cahiers de santé publique et de protection sociale, édité par la Fondation Gabriel Péri. C'est une revue numérique maintenant. Le 54e numéro vient de sortir et on est une revue trimestrielle. C'est gratuit, on peut s'abonner facilement. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas abonnés, il suffit que vous mettiez sur une feuille de papier votre mail et vous recevrez la revue lors du prochain numéro. Voilà, j'ai fait un peu de pub, m'autoriser. Et si vous voulez d'ailleurs un peu de pub encore, on a sorti au temps des cerises un livre qui s'appelle Refonder l'hôpital public. Un livre assez travaillé. On a profité c'est un ouvrage collectif, on a profité du Covid pour éditer ce truc-là, je les ai fait bosser à distance, et vous pouvez vous le procurer par Internet, comme d'habitude. Voilà. Je vais vous présenter nos intervenants, et puis je dirai quelques mots pour démarrer, et ensuite je passerai la parole. Nous avons donc Aurore Artigue, qui travaille dans le secteur médico-social, qui est une syndicaliste très engagée et membre du Conseil national du Parti communiste. Adrien Clouet, qui est député, qui est un sociologue qui travaille à l'université, post-doctorant, et qui est membre de l'Institut La Boétie. Bruno Palier, qui est là, qui est un chercheur en sciences politiques. J'ai amené les documents qu'il a publiés. Donc, que sait-on du travail? Voilà, sujet. Deuxième chose, les femmes, les jeunes, les enfants d'abord. Et puis, j'en ai oublié un autre, Travailler mieux. Voilà. Si vous êtes intéressé par ces ouvrages, qui sont très intéressants, eh bien, je vous conseille de regarder ça. Et oui, que sait-on du travail? Et puis, Jacques Rigaudia, donc, qui est un vieux complice, qui est magistrat honoraire à la Cour des comptes et qui a eu des rôles importants dont on aura l'occasion de parler dans le débat sur l'évolution de la sécurité sociale du fait de son engagement à la fois professionnel et politique. Voilà, je vous remercie donc tous d'être venus. Je remercie le public, évidemment. Ce que je propose pour démarrer, c'est que, évidemment, chacun fasse une intervention et puis on posera des questions et on aura du débat avec la salle. Ce que je souhaite, c'est que on soit plus dense qu'hier, un petit peu plus raccourci, et dans les interventions, et que, au fond, on rentre vraiment dans le dur, là. Hein, c'est le financement de la protection sociale. Parce que, par exemple, élargir la protection sociale, la développer, amener des idées nouvelles, tout ça, on le fait. Mais on a aussi des choses très concrètes, des positions à prendre les uns les autres, pas forcément les mêmes. Et puis, il va y avoir le PLFSS rapidement, et des débats qui vont avoir lieu. Voilà, c'est d'ailleurs dans ce cadre-là aussi qu'on se situe. C'est pas seulement les 80 ans de la sécurité sociale. Donc voilà, quelles sont vos propositions?
concrètement, qu'est-ce que vous défendez sur le financement, c'est le nerf de la guerre quand même, et quelles sont les réformes que vous voulez voir arriver, porter. Voilà. Peut-être on commence par à ma gauche. Comment? Non, ça fait rien. Non, allez-y. Voilà, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas forcément le mieux placé pour faire des propositions, puisque parmi les 4 personnes, mes engagements ne regardent que moi, puisque moi, je suis chercheur. Donc, moi, je voudrais plutôt rappeler un peu deux, trois points à la fois d'histoire et sur la situation contemporaine. D'abord, sur l'histoire. Rappeler que aussi bien Pierre Laroque qu'Ambroise Croizat et tous ceux qui ont conçu le système revendiquaient vraiment que le système soit financé par ceux qui allaient en bénéficier, donc par des cotisations sociales, puisqu'on considérait que c'était un système qui visait principalement à maintenir le revenu des travailleurs quand ils ne pouvaient pas travailler, pour cause de maladies, d'accidents du travail, de vieillesse, et puis compenser le coût des enfants. On a parlé de risque famille, je laisse la responsabilité à ceux qui l'ont fait. Donc vouloir le financer par des cotisations sociales, parce que c'était une perspective de... Friot dirait salaire différé, qu'il s'agissait de mettre en place. Ouais. Et donc il s'agissait de mettre en place un système qui à la fois était financé par les bénéficiaires, était donc géré par les bénéficiaires aussi. Il y avait une connexion très forte entre ceux qui payent sont ceux qui gèrent, avec une gestion ouvrière revendiquée en 1945. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'était de voir ce qu'il disait sur le trou de la Sécu, puisqu'il disait pas trou, mais il disait déjà que ce qui devait être premier, c'était la demande. Ce qu'il fallait d'abord, c'était répondre aux besoins. Donc, les gens malades devaient être soignés. Les personnes qui avaient accumulé des droits à la retraite devaient pouvoir liquider leur retraite. Les personnes qui avaient un accident devaient pouvoir toucher des allocations. Et le financement suivrait, c'est-à-dire qu'il était très clair dans les positions annoncées dans les années 40 et 50 qu'on ajusterait les taux de cotisation sociale aux besoins tels qu'ils étaient formulés. Il était aussi assez clair que le système pouvait avoir des déficits, mais l'année suivante, on augmentait les cotisations sociales et on ajusterait les choses. Donc il y avait vraiment cette volonté de faire en sorte que le besoin soit premier et non pas les contraintes de financement. Et c'est d'ailleurs pour ça que Laroque est très clair sur l'idée qu'il ne faut pas confier le financement à l'impôt, parce que le confier à l'impôt, ça veut dire que c'est l'État qui gère, et si l'État gère, il impose une contrainte budgétaire. C'est pas moi qui parle, là, c'est Laroque qui parle. Et il fait d'ailleurs allusion à Beveridge, à la Grande-Bretagne, il dit « Nous ne voulons pas un système à la Beveridge où la contrainte budgétaire, le budget, l'enveloppe, si vous voulez, qui est attribuée aux politiques sociales est contraint et défini a priori, il faut se débrouiller avec. Nous, on veut que la demande sociale soit première. » Donc je voulais rappeler cette chose-là. La deuxième chose, c'est, je vais essayer d'être court, donc, mais si vous voulez des précisions, j'ai écrit un chapitre entier de mon ouvrage « Gouverner la sécurité sociale » là-dessus. On voit, à partir des années 80, mais surtout des années 90, une tendance à la fois à la fiscalisation du système de protection sociale, donc la montée en puissance de la CSG, qui est un magnifique instrument par son ambiguïté, puisque pour faire passer la pilule, on l'appelle contribution sociale généralisée, mais très clairement pour le Conseil constitutionnel et aux yeux de Bruxelles, le gouvernement dit bien c'est de l'impôt. Et c'est de l'impôt, et ça va de pair avec donc l'étatisation de la gestion, donc à la fin des années 90, et surtout au cours des années 2000, les partenaires sociaux sont virés de la cogestion de la sécurité sociale parce qu'on finance par de l'impôt et parce qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Et on voit qu'effectivement, la logique qui est mise en avant dans les PLFSS qui s'installent à partir de 96 devient une logique de contrainte budgétaire. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que ça a beau être la logique, ça a beau être annoncé à l'Assemblée nationale, visiblement ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas dans cette logique-là parce qu'en fait on a fait que mimer le système britannique. Dans le système britannique, vous allouez un budget, il faut faire avec. Donc en fait, en gros, en maladie, on fait attendre. S'il n'y a pas assez d'argent, on fait attendre les gens. S'il y a
Il y a trop de retraités, les retraites stagnent, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas, on ne s'amuse pas à avoir un déficit. Nous, la demande reste première, hein, on va chez le médecin, ça déclenche la dépense, on a accumulé ses droits, on demande la liquidation de retraite, ça déclenche la dépense, et donc on a du déficit, bien que le Parlement vote une loi de financement de la sécurité sociale tous les ans, en espérant que ça soit respecté, et ça n'est pas le cas. En tout cas, moi, ce que je crois important, c'est de dire que on a l'habitude d'aborder la question du financement à partir de c'est pour financer quoi? Est-ce que c'est pour financer du remplacement de salaire, des prestations contributives, ou est-ce que c'est pour financer des prestations universelles, genre la santé ou les allocations familiales, etc. Et évidemment, c'est intéressant ce débat, mais voyons bien que derrière ce débat, il y a qui gère la sécurité sociale, qui prend les décisions, et le mode de financement induit aussi cette question de gouvernance. Le dernier point que je voudrais faire, hein, c'est que si j'avais une proposition, c'est moins une proposition qu'un constat. C'est-à-dire qu'une des choses qui s'est passée très très forte depuis les années 90, c'est la mise en place des exonérations de cotisations sociales. C'est-à-dire que on est dans un système qui, depuis 1993, substitue à la cotisation sociale des financements par l'impôt. Donc l'État s'est engagé en 1994 à compenser intégralement les exonérations de cotisations sociales qui sont accordées. C'est 94, c'est Balladur qui fait adopter cette loi-là. Ça, j'en suis vraiment très très sûr. Merci. Et donc la compensation doit être intégrale des exonérations de cotisations sociales depuis cette époque-là. Ce qui fait que quand vous regardez les chiffres, là j'ai regardé encore, on a un financement encore moins par cotisation sociale parce qu'on a mis de la substitution par de l'impôt. Moi, j'ai deux problèmes par rapport aux exonérations de cotisations sociales. La première, c'est que depuis 2017, Emmanuel Macron a été très clair qu'il n'allait pas compenser intégralement les exonérations, et donc il manque en gros, suivant les années, entre 3 et 5 milliards d'euros par rapport aux 83 milliards de dépenses fiscales. On pourrait dire 4 milliards, c'est pas beaucoup, mais 4 milliards, ça fait entre un tiers et un quart du déficit actuel de la sécurité sociale, donc c'est pas mal. Donc l'État ne répond plus à ses engagements depuis 2018, en fait. Et la deuxième chose, c'est que c'est d'une inefficacité crasse et remarquable, quand même, ces exonérations de cotisations sociales. Absolument toutes les études d'évaluation des exos disent, il y a beaucoup de gens qui disent ça ne marche pas, ça n'a pas permis de créer d'emplois, et ceux qui disent que ça a permis de créer des emplois vont arriver avec, par exemple, le CICE, donc la dernière salve d'exos de 20 milliards d'euros, ça a permis de peut-être créer 80 000 emplois. Ça veut donc dire on est à du 120 000 à 130 000 euros par emploi créé pour des emplois qui sont payés à 25 000, 30 000 euros par an. C'est-à-dire qu'il y a c'est une gabegie néoclassique, inspiré par des économistes qui ont pignon sur rue et opinion sur rue, mais les faits montrent que ça marche pas. Et donc, s'il y avait quelque chose à faire en matière de financement de la sécurité sociale, c'est d'arrêter ces exos, pas forcément pour remonter les exonérations sociales, on pourra en parler autour du rapport Bozio-Wasmer, mais en tout cas pour faire un bien meilleur usage de ces finances-là, et cet usage, c'est les nouvelles choses qu'il faut faire: s'occuper des jeunes enfants, accompagner les jeunes, accompagner les femmes seules avec enfants, qui sont le cœur des nouveaux problèmes aujourd'hui où se situe beaucoup de pauvreté, beaucoup de difficultés, et pour lequel la sécurité sociale n'a pas été conçue. La sécurité sociale n'a pas été conçue pour aider les enfants pauvres, pour aider les jeunes entre 18 et 25 ans. Vous savez, le scandale de l'ASE, de la sortie de l'ASE, et voilà, la moitié des sans-abri, c'est des jeunes sortis de l'ASE, hein, quand même. Et puis, les femmes seules avec enfants, qui sont extrêmement nombreuses aujourd'hui, qui sont une concentration de pauvreté. Et là encore, la Sécu n'a pas été fait pour ça. Et c'est pas une critique de la Sécu que je fais ici, puisque la Sécu a réussi énormément de choses, vous avez, j'imagine, dit hier, mais il y a des nouveaux enjeux. Et il y a de l'argent. L'argent, c'est ces exos qui ne servent à rien, qui ne fonctionnent pas. Et nous, on a montré avec Clément Carbonnier qu'il y a au moins 36 milliards qu'on pourrait prendre sans aucune perte d'emploi pour financer des emplois d'investissement social. Je m'arrête là-dessus. Alors, concrètement, on s'y prend comment ?
vous savez, les exos, concrètement, c'est super simple. Hein. Vous faites passer quasiment un décret, vous dites, paf, il n'y a plus besoin de payer ces exos-là. Donc, il n'y a pas besoin de PLFSS ou de choses comme ça. Ben, vous dites, on arrête. Ça fait de la rentrée, parce que je rappelle, hein, les exos, c'est de la dépense, puisque les exos sont compensés, sauf les 3-4 milliards que je disais, c'est-à-dire qu'on prend dans le budget de l'État pour verser à la Sécu. Eh bien, concrètement, on utilise cet argent-là pour déployer des emplois en financement direct, au lieu de donner de l'argent à Monsieur Bompard pour Carrefour, qui lui ne l'utilise pas pour améliorer le sort de ses caissières, mais pour remplacer des machines et pour augmenter les hauts salaires. Bon, là aussi, ça a été montré, hein, une partie de l'argent des exos, il va à l'augmentation du salaire des cadres. Hein, moi, j'ai une anecdote de quelqu'un qui visite une grosse entreprise, un cadre qui monte sa belle voiture et qui dit ça, c'est le CICE. Donc voilà, je veux dire, si c'est à ça que sert l'argent des exonérations de cotisations. Donc on arrête de faire ça et ça fait une ligne budgétaire pour financer les emplois publics. Par contre, il est essentiel de ne pas s'en servir pour ne plus réduire le déficit, mais bien pour créer des emplois, parce que c'est des emplois dont on a besoin. Et alors excusez-moi d'être archéo-keynésien, mais créer des emplois publics, ça fait réduire le chômage. Si c'est des emplois d'investissement social, c'est favorable à la lutte contre la pauvreté des enfants, à leur épanouissement et au soutien des femmes seules avec enfants qui ont des retombées économiques très fortes, puisqu'elles pourront entrer sur le marché du travail, par exemple. Bien, ben on est dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à Monsieur Clouet, puisque lui, il va être au Parlement en face de projets gouvernementaux, on suppose. Donc, par quel bout vous prenez la question et comment vous comptez améliorer la situation du financement de la protection sociale? Voilà la question. Alors oui, normalement, on devrait, dans les semaines qui viennent, examiner des textes de loi sur le sujet. Et d'ailleurs, dire ça, c'est poser sans doute la première difficulté. C'est-à-dire, à quel titre, aujourd'hui, l'argent des assurés sociaux est-il géré par le Parlement dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale? Je dis ça en tant que député très tranquillement. Moi, je suis favorable, les Insoumis, nous sommes favorables à ce que les députés n'aient pas leur mot à dire sur la gestion des caisses de la sécurité sociale. Donc, on est dans une situation évidemment paradoxale, où on se retrouve en train de mener un débat politique avec l'ensemble des assurés sur des sujets qui nous semblent ne pas être de la prérogative des députés. Et pourquoi on en est là? On en est là parce que on arrive au terme de plusieurs décennies, ça a été dit juste avant, d'étatisation croissante, progressive et je pense détestable des régimes de sécurité sociale dans ce pays. La sécurité sociale, on en connaît le principe. Je pense qu'il faut quand même toujours revenir au principe pour poser la question du financement, parce que la fin est toujours un peu comprise dans la méthode aussi. La sécurité sociale, c'est une méthode de collectivisation, initialement. Alors c'est la collectivisation douce, quoi. On collectivise sur les fusils, c'est une bonne chose. Mais c'est une méthode de collectivisation que la sécurité sociale, la cotisation, récupère une partie de la plus-value. C'est l'idée fondamentale dans le rapport, de lutte. Et ce rapport de lutte, il s'exprime évidemment par rapport au monde patronal, en cela qu'il garantit l'autonomie de l'individu vis-à-vis de l'employeur. Vous n'avez plus besoin de passer par l'employeur pour pouvoir être soigné en cas d'accident. Vous n'avez pas besoin de passer par l'employeur et d'avoir son consentement pour vous guérir en cas de maladie. Donc ça, c'est des sujets d'autonomie individuelle, bien sûr. Mais c'est aussi l'autonomie par rapport à un grand nombre de suggestions sociales qui peuvent exister. Par exemple, la suggestion familiale. C'est le fait d'arracher les individus à la dépendance de leur environnement familial, notamment au travail gratuit des femmes, en matière de soins, qui a été pendant, là aussi, des siècles, la méthode consistant à faire survivre les gens, en les remettant à l'aide, à l'entraide de leurs proches, quand ils en avaient. Et puis, c'est aussi, enfin, l'indépendance vis-à-vis du caritatif. La sécurité sociale, c'est l'idée de s'extraire des rapports de charité. Vous n'avez pas à montrer patte blanche, vous n'avez pas à avoir tel ou tel comportement qui serait apprécié par des bailleurs de fonds ou des dames patronesses. L'idée de la sécurité sociale, c'est le caractère anonyme et générique de la prestation, indépendamment de vos caractéristiques, de votre mentalité, de votre morale ou de votre bonne tête. Quand vous allez à la pharmacie, eh bien, on vous distribue, on vous remet le médicament indépendamment de savoir si le pharmacien vous apprécie ou pas. Bon. Ça, c'est des points de rupture, quand même, qu'il faut bien mesurer. C'est l'autonomie de la personne qui est en jeu dans la sécurité sociale. Et si cette autonomie de la personne a pu être mise en œuvre, c'est parce que ça a été construit en dehors, voire même, j'irais jusqu'à dire, contre l'État. Je dirais en 1945 en dehors, en 1946 contre.
D'ailleurs, on aura peut-être l'année prochaine un colloque sur 1946, qui est peut-être le moment le plus vif sur la sécurité sociale, où vraiment elle se construit contre l'appareil d'État, en estimant que ce sont les assurés qui reprennent en main et qui contrôlent ces caisses-là directement, et qui le font contre des ministères qui n'ont pas leur mot à dire. Parce que l'idée, c'est, là aussi, que le besoin prime la ressource. Et que c'est à partir de l'évaluation collective du besoin qu'on doit s'organiser pour trouver collectivement la ressource qui correspond, et non pas l'inverse. Donc le PLFSS qui consiste à voter des objectifs de dépenses d'assurance maladie, d'ailleurs jamais tenus, mais enfin on vote des objectifs de dépenses, et après on voit quels besoins sociaux rentrent dans l'objectif de dépenses. Tout cela doit être évidemment inversé, et ça nous rappelle à quel point, là aussi, d'accord avec Bruno, le débat est moins comptable que démocratique. Le débat est de savoir où se situe l'échelle de décision qui sont les personnes qui ont la légitimité de décider des besoins pour elles et pour les autres. Et ça implique de se débarrasser d'une série d'actions parasitaires de l'État qui aujourd'hui pèsent sur la sécurité sociale, que ce soit les politiques de fiscalisation, bien sûr, ça a été dit, c'est-à-dire le transfert de la cotisation vers l'impôt, qui conduit à ce que de l'argent dédié à la sécurité sociale puisse, par le miracle d'un vote un soir dans une commission par 25 députés à minuit et demi, passer sur un autre besoin social, par exemple, ou même servir à d'autres objets dans un ministère X ou Y, d'ailleurs pas forcément social lui-même. Ça implique aussi de remettre en cause les politiques de professionnalisation de la sécurité sociale. Est-il légitime qu'il y ait des écoles nationales dont l'accès est devenu quasiment obligatoire pour l'exercice de fonctions dans le cadre du paritarisme? C'est une vraie question. Ou est-ce que les écoles de formation ouvrière et syndicale ne sont pas tout aussi bien placées pour former les cadres dirigeants de la sécurité sociale? Et puis, ça pose la question du contrôle des comptes et de son approbation par les ministères. Est-il légitime, là aussi, que les ministères fixent les formes et la nature des comptes de la sécurité sociale? Tout cela pose une série de questions, dont on voit l'expression sans doute la plus violente dans les exonérations de cotisations sociales, les 83 milliards d'euros qui sont perdus tous les ans, puisque ces exonérations n'ont pas de conditions politiques, elles ont des conditions en matière de seuil ou de masse salariale. Mais ça reviendrait à estimer qu'une entreprise à masse salariale identique a la même utilité sociale, ce qui est évidemment faux. L'utilité sociale est indépendante de la masse salariale. Ça semble une évidence lorsqu'on le dit, mais enfin ce truisme est quand même à la base des exonérations de cotisations sociales. Donc cet argent-là disparaît d'un côté, et de l'autre s'y substitue un versement fiscalisé, par exemple la TVA, mais pas que, qui conduit à ce que les exonérations étant compensées, elles sont compensées par le biais des ressources de l'État, lesquelles ressources de l'État sont non redistributives, par exemple la TVA. Et donc en fait on se retrouve à faire peser sur les milieux populaires, et celles et ceux qui dépensent le plus en consommation, les frais qui sont causés par les exonérations de patronales. Donc en fait, pour le caricaturer rapidement, les bas salaires se retrouvent à faire des chèques avec la TVA à leur patron. Voilà, les salariés au SMIC payent leur patron par le biais de la TVA. Ça me paraît tout de même assez étonnant comme logique à l'heure actuelle. Ce circuit de financement est donc absolument inacceptable lorsqu'on le resitue dans le régime de reproduction élargie, pour le dire avec des termes classiques. Et donc, il faut poser la question de la réalisation d'une citoyenneté sociale dans le cadre de la sécurité sociale, qui est la condition pour réussir à lever l'argent qui est nécessaire. Et à ce titre, je fais partie de celles et ceux qui pensent, avec mon groupe parlementaire, que la cotisation demeure un instrument indépassable d'efficacité à plusieurs égards. La cotisation, d'abord, est redistributive, contrairement à ce que peuvent dire des néolibéraux. Pour une raison simple, si la cotisation est effectivement un taux unique, alors on peut dire qu'il y a les plafonds, etc., j'irai dessus, mais si la cotisation a un taux unique, son produit, les prestations, sont concentrées sur les bas revenus. Donc elle est redistributive, la cotisation. Voire même, elle est autant, voire plus, que le régime socio-fiscal, c'est-à-dire même que la fiscalité française, aujourd'hui. Il y a d'ailleurs les travaux du camarade Michael Zemmour, là-dessus, qui le montrent. Donc la cotisation redistribue plus et mieux que l'impôt. Donc elle est efficace en tant que telle. Deuxièmement, elle est démocratique. Puisqu'elle est hermétique, théoriquement, au budget de l'État, elle a un caractère de fléchage qui permet de se projeter dans le temps long et surtout d'organiser des politiques publiques sur des décennies. L'évolution de l'espérance de vie en France est notamment liée à la capacité de s'investir pendant des décennies sur des plans de santé publique, parce qu'il y avait une sécurité en termes de financement liée à la cotisation et à son évolution prévisionnelle avec la masse salariale. Enfin, troisièmement, cette cotisation, elle a un aspect symbolique qu'il ne faut pas mésestimer, qui est fondamental. C'est la reconnaissance du travail comme étant la valeur de toute chose. La cotisation, elle proclame cela, que le travail est la valeur de toute chose. D'abord, parce que celui qui s'en acquitte est celui qui reçoit un revenu du travail. Un salaire, généralement, bon, on peut il y a les indépendants, mais celui ou celle qui cotise est celui ou celle qui travaille. Et, surtout, celui ou celle qui travaille reçoit aussi. L'idée de la sécurité sociale, donc cet éloignement par rapport au caractère caritatif, c'est l'idée que tout le monde est payeur et receveur. Soit à l'instant T, soit au long de sa vie.
Mais tout le monde reçoit. Le plus gros contributeur aura les allocations familiales et aura une assurance vieillesse ultérieurement, etc., etc., etc. Donc c'est l'abdication de l'opposition contributeur-bénéficiaire. La sécurité sociale. Tout le monde est contributeur et bénéficiaire. Et en cela, c'est émancipateur. Et ça replace le travail au centre. Et d'ailleurs, 1945, on le sait, une partie des prestations sont calculées par rapport à des salaires. Parce qu'elles sont comprises comme des salaires, les allocations familiales. Le salaire moyen d'un ouvrier qualifié du département de la Seine. On reconnaît le droit des individus à la dignité comme étant la reconnaissance d'un travail. Vous recevez une allocation familiale calculée sur la base d'un salaire. Ça veut dire qu'en fait, on considère techniquement que le fait d'élever des enfants est une activité aussi, qui a une reconnaissance en termes de valeur sociale. Donc tout ça est fondamental parce que ça construit symboliquement une classe, la question de la cotisation. Et c'est en cela qu'elle a un rôle politique également, en plus de son efficacité, je pense, comptable et redistributive. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il y a une série d'orientations. Et d'ailleurs, à mon avis, qu'on pourra partager assez globalement. Bon, la première, la plus évidente, c'est la question de la masse salariale. C'est-à-dire, il faut quand même jamais mésestimer le fait qu'un plan de licenciement, n'importe où dans le pays, est payé par la sécurité sociale, puisque c'est un manque à gagner dans les mois qui viennent. Donc, à l'inverse, la défense, et évidemment l'extension de l'emploi, la défense et l'augmentation des salaires est automatiquement une manière de financer la sécurité sociale. Et c'est d'ailleurs en cela que la cotisation a aussi un rôle dans les luttes, puisque le financement par la cotisation nous rappelle que toute lutte sociale est profitable à tout le monde. À chaque fois qu'une entreprise se met en grève, vous y gagnez. Puisque si leur salaire augmente, il y a plus d'argent dans la sécu, et donc vous êtes bénéficiaire de ça. La cotisation, elle crée un intérêt collectif de classe. La moindre augmentation de salaire bénéficie à tous les assurés. Et donc, vous avez intérêt à être solidaire de la moindre grève, où qu'elle soit, dans le pays, dans le cadre du régime général de la sécurité sociale. Alors, augmentation de la masse salariale, bien sûr. Maintenant, il faut aussi mettre fin au gel absolument détestable depuis des décennies des taux de cotisation. Oui, il faut augmenter les taux de cotisation sociale. Dans un pays où la productivité a été multipliée par 6 depuis 1945, il n'est pas normal que les taux de cotisation soient gelés depuis les années 90. Donc il faut augmenter les taux de cotisation. Cette augmentation, évidemment, elle est interpro pour le régime général. Mais elle doit aussi s'accompagner de mesures ciblées. Oui, l'assiette de la cotisation aujourd'hui est perclue de trous. Les primes Macron, l'intéressement, l'épargne salariale, tout un ensemble de dispositifs permettant aux employeurs de rémunérer les salariés en net et évidemment de les affranchir ainsi de ce destin commun qu'est la cotisation sociale et qu'est la sécurité sociale. Il faut réintroduire un régime de cotisation à l'ensemble des revenus du travail. Il n'y a pas de raison qu'une personne qui travaille soit finalement extraite du cadre collectif du salariat, parce que c'est ça que signifie l'exonération, et c'est ça à quoi il faut mettre fin. Par ailleurs, le plafond de la sécurité sociale est beaucoup trop bas. Donc vous connaissez le plafond, on a 3 925, je crois, 3 925 € par mois, au-delà duquel vous avez un taux réduit, par exemple, sur l'assurance vieillesse. Bon, il y a quelques autres cotisations qui suivent aussi le plafond, mais c'est grosso modo l'assurance vieillesse qui est la plus centrale. Est-il normal qu'on ne s'acquitte plus que 2% de cotisation au-dessus de 3 925 €? Moi, je ne pense pas. Je pense que ce plafond est beaucoup trop bas. Et qu'il devrait être relevé, et que d'ailleurs le relevé rapporterait quelques milliards d'euros dans les caisses de sécurité sociale. Et on peut avoir la discussion. Personnellement, on supprimerait le plafond, que je n'aurais pas le cœur qui saignerait devant vous et que je ne me sentirais pas forcément défaillir. Mais même en maintenant le principe d'un plafond, en disant que, vu qu'on plafonne la cotisation, on plafonne aussi la prestation à la fin, pourquoi pas? Il n'est pas normal que ce plafond soit maintenu à 3 925 €, parce que du coup, il limite la contribution de ceux qui ont les plus de moyens de contribuer pour le collectif. Et puis, se pose la question plus générale, indirecte mais plus générale, des aides aux entreprises. Parce que ces aides aux entreprises viennent aussi se substituer à des gains pour la sécurité sociale. Le fait d'avoir 211 milliards d'euros d'aides aux entreprises sans condition n'est pas pris sur le budget de la Sécu. Mais en revanche, le fait de n'avoir aucune condition à rien conduit au gel des salaires dans ce pays. Et donc conduit à coûter la sécurité sociale et à reporter sur elle une partie des faux frais de l'accumulation capitaliste. Donc ces différents éléments, je pense, ils donnent des directions. Ils donnent des directions, mais qui, je pense, ne se suffisent pas non plus. On ne peut pas avoir une discussion qui est purement comptable. La sécurité sociale se défend évidemment sur un principe, mais ici on est entre convaincus, je crois. Enfin, s'il y a quelqu'un qui n'est pas convaincu, dites-le, hein, mais je pense que... C'est bon. C'est bon, voilà. Non, mais il y en a forcément un ou deux, mais ils n'osent pas. Vous avez raison, n'osez pas. Mais donc, il y a un aspect entre convaincus, mais je pense qu'on a un devoir politique d'élargir l'horizon de la Sécu et de se demander quels sont les futurs risques sociaux qu'on veut couvrir. Parce que il est fondamental de recréer et de relancer de l'adhésion à la cotisation, en montrant à quoi sert la cotisation concrètement, et donc en étendant à de nouveaux régimes, à de nouvelles
a de nouveaux besoins de régime de sécurité sociale. J'y pense parce que hier soir à Toulouse, je finis là-dessus, on faisait une réunion publique, par exemple, pour créer une sécurité sociale des obsèques et du funéraire. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, c'est à peu près 4 000 € les frais d'obsèques et de funéraire, et ça reviendrait, pour les couvrir tous, à une cotise de 0,3 points. Ce qui ferait qu'en gros, jusqu'à 2 800 €, vous aurez moins contribué que vous recevez, et au-dessus, vous serez plus contributeur. Bon. Et donc, on a présenté ce texte-là. On a eu une discussion qui était très intéressante dans un quartier de Toulouse hier, pour défendre ça, dire oui, la Sécu doit prendre ça en charge, on crée une cotisation. On a une convention nationale, comme il y a pour les soignants, une convention, avec des caisses primaires qui sont élues par les assurés, une caisse nationale, une convention avec les pompes funèbres de ce pays, du coup qui a des tarifs qui sont réglementés, avec un secteur conventionné, et du coup on rembourse les personnes par le biais d'une cotisation. Et ainsi, on échappe à la fois au risque de la financiarisation, qui touche un risque social comme celui du décès, avec les personnes qui prennent des assurances privées et dans lesquelles 10% du capital disparaît en frais de gestion bancaire ou est utilisé en fonds de roulement, ou bien, dans l'autre sens, lorsque les gens n'ont pas pris la mesure initialement, transfèrent à leurs ayants droit une charge, une dette, bien sûr, dans un moment où, clairement, la capacité à faire des devis quand on doit gérer la mort d'un proche en 48 heures est quand même très limitée. Donc l'aspect marché des pompes funèbres est un aspect quand même qui s'apparente assez globalement aux raquettes. Et je pense que du coup, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui nous rappelle qu'il y a beaucoup de risques sociaux qui ne sont pas couverts. Celui de la mort étant quand même globalement dans 100% des assurés un risque qui un jour se réalise, je pense qu'il mériterait d'être effectivement pris en charge. Voilà, juste pour donner un peu de perspective aussi de conquête. Et de pas juste rester dans une défense. Être dans l'esprit de 45, c'est se demander quels risques sociaux on veut socialiser et on veut collectiviser. Et c'est ça, je pense, le sujet qui doit nous animer aujourd'hui et puis dans les jours qui viennent. Merci. Donc, j'ai pigé. Et je vais passer la parole à Aurore pour répondre à la même question. Quelle politique, comment la mettre en œuvre et quelles sont les propositions? Bon, alors, tout d'abord, la question du financement de la sécurité sociale n'est pas seulement une affaire de chiffres, c'est une affaire de société. Depuis 1945, elle repose sur un principe simple et révolutionnaire. Chacun contribue selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. Pour les communistes, la solution est claire. Il faut revenir au financement par la cotisation sociale. La cotisation n'est pas un impôt, ce n'est pas une charge, c'est une part de salaire socialisée. Elle prend sur les profits pour les mettre au service du bien commun. Elle permet aux travailleurs de décider collectivement de l'usage d'une partie de la richesse qu'elle crée. La fiscalisation croissante, elle, inverse ce rapport de force. Elle fait payer les salariés, les retraités, les chômeurs, pendant que les revenus financiers et les dividendes échappent largement à la solidarité. Aujourd'hui, les exonérations de cotisations patronales dépassent 80 milliards d'euros par an. Pour compenser, on prélève la CSG, des impôts affectés, qui pèsent directement sur les ménages. Résultat, les cotisations ne représentent plus que 45% du financement de la sécurité sociale, alors qu'elles en constituaient 80% à l'origine. Et ce détournement sert de prétexte pour justifier les déficits artificiels, des coupes dans les hôpitaux, des reculs dans les retraites, des franchises médicales, etc. Alors, quelle solution finalement ? Le Parti communiste en avance plusieurs, toutes cohérentes avec les principes fondamentaux de la sécurité sociale. D'abord, stopper les exonérations patronales et rétablir une véritable contribution des entreprises. Chaque hausse de salaire doit être une hausse de cotisation et donc une ressource nouvelle pour la sécurité sociale. Toute forme de rémunération, prime, intéressement, etc. doit y contribuer car elles font partie de la richesse créée par le travail. Nous devons aussi mener une véritable bataille sur la hausse des salaires et obtenir l'égalité salariale homme-femme qui permettrait de faire augmenter les cotisations, mais aussi à chacun de pouvoir vivre dignement de son travail. Ensuite, pour nous les communistes, il faudrait créer une contribution nouvelle sur les revenus financiers. En 2024, le coût du capital, c'est-à-dire dividendes, intérêts et rachats d'actions, a représenté 592 milliards d'euros. C'est colossal. Si on prendrait que 30,95% de ces revenus financiers, ça ferait 183 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Pourquoi ces sommes, du coup, échappent-ils au financement de la sécurité sociale? Parce que ces sommes, en fait, elles viennent du travail, du rapport de force des travailleurs et des outils des travailleurs. Nous proposons aussi une sécurité emploi-formation. Cela veut dire garantir à chacun, à chaque moment de sa vie active, un emploi ou une formation sans perte de revenus. C'est à la
excusez-moi, c'est à la fois un droit nouveau pour les travailleurs, un outil de lutte contre la précarité et une manière d'assurer une recette stable à la sécurité sociale, puisque personne ne serait laissé sans salaire ni cotisation. Donc plus de chômage, les personnes pourraient du coup passer d'un emploi à une formation, d'un nouvel emploi, et du coup ça serait des cotisations supplémentaires pour la sécurité sociale. Enfin, la bataille du financement est indissociable d'une autre bataille, celle de la réindustrialisation, du développement massif des services publics et de la transition écologique. Car les dépenses sociales ne sont pas un poids, elles sont un moteur pour l'économie. Elles soutiennent la consommation, elles améliorent la santé et la formation, elles créent des activités utiles. Mais ne nous y trompons pas, la question du financement n'est pas seulement technique, elle est profondément politique. Si la sécurité sociale est financée par les cotisations, alors elle doit être gérée par ceux qui cotisent, c'est-à-dire les travailleurs. Or, depuis des décennies, la démocratie sociale a été vidée de son contenu. Le conseil d'administration ne sont plus élus, le patronat y occupe une place croissante et l'État impose des lois de financement qui ne sont en réalité que des lois d'austérité. Les communistes revendiquent le retour aux élections des caisses avec une majorité de représentants des assurés sociaux pour redonner la parole et le pouvoir aux cotisants. Alors, quelle modalité de financement pour la sécurité sociale? Les capitalistes répondent la fiscalisation, les franchises, la privatisation progressive. Nous, communistes, nous répondons plus de cotisations sociales, une mise à contribution des revenus financiers, la sécurité emploi-formation et un grand mouvement de réindustrialisation des services publics à la hauteur des besoins de la population. En un mot, faire contribuer le capital plutôt que les ménages. C'est le seul chemin pour préserver et développer une sécurité sociale universelle, solidaire, émancipatrice, fidèle à l'ambition de 1945 et tournée vers les besoins du XXIe siècle. Merci. Bien, là on a 3 interventions qui vont dans le même sens. Je vais passer la parole à Jacques Rigaudia, qui va peut-être avoir un point de vue un peu différent, et très différent. C'est pour ça que j'ai regroupé les positions, et maintenant à toi la parole. Oh là là, c'est pas un problème. Oui, merci Michel. Bonjour à tous. Je suis un peu décontenancé, franchement. Je pensais pas qu'on en était encore là. En écoutant Bruno Palier tout à l'heure, je me disais, on a les propositions de son histoire. Et en écoutant Adrien, je me disais que ce colloque, quelque part, est une escroquerie. Parce que je suis d'accord avec toi, ce dont on parle, c'est la Sécu de 46. C'est pas la Sécu des ordonnances de 45. La Sécu des ordonnances de 45, d'abord, c'est des ordonnances d'octobre. Et les ordonnances d'octobre, elles ont été signées par le ministre du Travail et des Affaires sociales qui était en place en octobre 45, qui n'était pas Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, c'est le 21 novembre. C'est le 2e gouvernement provisoire, c'est pas le premier. Le ministre du Travail du premier gouvernement provisoire de la République, qui s'appelait Alexandre Parodi. Bon, j'ai entendu... J'ai lu l'excellente tribune de Dominique Méda dans Le Monde, qui remettait en avant le nom de Pierre Laroque, qui a été effectivement évoqué ici. Mais il me paraît difficile, personnellement, dans l'histoire, au moins des fondements, on peut discuter tout ce qu'on veut, mais enfin, dans l'histoire des fondements de la sécurité sociale, d'évacuer complètement comme ça le nom d'Alexandre Parodi. Pour ceux qui ne le savent pas, Alexandre Parodi était comme son ami Pierre Laroque du Conseil d'État. Ils avaient fait ensemble du cabinet, puis ensuite ils sont partis dans la Résistance. Alexandre Parodi était compagnon de la Libération. Il était le dernier président du Conseil national de la Résistance qui a adopté un texte, Les Jours Heureux, je crois que ça s'appelle comme ça, qui a mis en place les fondements de la sécurité sociale, d'une protection sociale, alors, dont personnellement je conteste complètement que ce texte-là, celui des Jours Heureux, soit celui dont vous parlez. On peut dire la Sécu, c'est de la cotise, c'est pas de l'impôt, mais vous pouvez pas dire que les fondements
auxquels on se réfère philosophiquement, c'est-à-dire les jours heureux, n'introduisait pas quelque chose d'autre que de la cotisation. La Sécu cotisation, c'est 46, je suis d'accord avec toi, et c'est effectivement Ambroise Croizat. Mais à ce moment-là, je suis désolé, on peut partir parce que c'est pas les 80 ans de la sécurité sociale, c'est les 79 ans. Hein. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Donc, moi, je parle de la Sécu telle qu'elle était imaginée et telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, j'aurais au passage quelques petites remarques, et puis vous pardonnerez à un ancien magistrat de la Cour des comptes de donner des chiffres de temps en temps. À la Cour des comptes, on est un peu des épiciers, mais c'est comme ça. Bon. Donc, ordonnance de 45 permet de construire pour la première fois, non Pierre, je ne parlerai pas de 1928, encore qu'on pourrait le faire, les assurances sociales, et la première fois que des assurances sociales sont obligatoires. Tu parlais du plafond, je suis assez d'accord, le plafond, on pourrait s'en passer, sauf que c'est un résidu historique qui vient des retraites ouvrières et paysannes de 1910, qui s'est perpétué comme ça. Mais avant de supprimer le plafond, il faudrait peut-être en parler avec les partenaires sociaux d'Agir Carco, qui ont peut-être aussi leur mot à dire là-dessus, mais qui suis-je pour en parler? Je laisse les partenaires sociaux s'exprimer là-dessus. Bon, donc la sécurité sociale, je crois qu'on est, alors là, pour le coup, vraiment tous d'accord, c'est le principe de sortir de la misère, de la précarité, c'est donc le principe anticapitaliste par excellence, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Donc c'est bien une logique de besoin qu'il s'agit d'affirmer et accessoirement de financer. Bon. Le problème, si j'ose dire, alors pratico-pratique, c'est que la situation aujourd'hui, telle qu'elle est, c'est celle que tu décrivais hein, tout à l'heure. Hein, je regarde les derniers comptes de la Sécu. C'est en gros, sur les comptes de la Sécu, 49% de cotises, 38% d'impôts et taxes diverses, dont 20% de CSG. Et je mets à part la CSG. Pour ceux qui ne le savent pas ici, mais je pense que bon nombre le savent, non seulement je suis un épicier de la Cour des comptes, mais j'ai eu le malheur d'être le conseiller social de Michel Rocard. Donc nous avons fait le RMI et mis en place la CSG que je continue de défendre pour les prestations familiales. J'ai été le conseiller social de Lionel Jospin, je laisse passer les 35 heures, mais nous avons étendu la CSG à la maladie, et nous avons fait, avec la CSG, ce financement d'impôts, sur lequel je reviendrai. On fait la CMU et accessoirement l'AME, qui est aussi en question aujourd'hui, et puis ensuite la prestation autonomie. Enfin bon, je pense qu'on a apporté quelques éléments d'évolution au dispositif général de protection sociale de ce pays, et en y mettant effectivement la CSG. Donc j'en parlerai un petit peu. Donc aujourd'hui, on a un système qui est une bonne moitié, alors ça dépend si on prend les comptes de la protection sociale ou la commission des comptes de la Sécu, mais enfin, en gros, c'est une grosse moitié de cotises, et puis le reste, c'est avec de la CSG plus des impôts et taxes diverses, notamment la TVA. Le problème de financement, pour donner un peu ce dernier commission des comptes, le déficit des régimes obligatoires prévu pour 2025, c'est 22 milliards, c'est-à-dire 3/4 de point de PIB, hein, pour faire simple, pour donner l'ordre de grandeur, dont l'essentiel est la maladie, 16 milliards de déficit et un peu moins de 7 milliards sur la vieillesse. J'observe que quand on prend les dispositions maastrichtiennes, assez bizarrement, les assos sont excédentaires. Bon, donc il y a un problème, je pense, par rapport à ces comptes. Hein, il y a un déficit sur cette base des régimes obligatoires, mais sur l'ensemble
de ce qu'on appelle les administrations de sécurité sociale, il y a un excédent qui est structurel, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a un sujet, je crois, que je n'aborderai pas ici, mais qui est un sujet des institutions de la sécurité sociale. Est-ce qu'on les comprend uniquement comme les régimes obligatoires et éventuellement ceux qui sont autour, Agirc-Arrco, et je pense bien sûr à ce qui a été édifié ensuite, qui n'est pas une caisse de sécurité sociale, mais qui est l'indemnisation du chômage et qui ressortit, évidemment, à mon avis, en tous les cas, évidemment, au périmètre de la sécurité sociale qu'il faudrait intégrer. Donc il y a un sujet de périmètre institutionnel, non seulement qui gouverne quoi, mais sur quel périmètre, élection, pas élection, etc. Et puis, il y a un problème de solidarité, manifestement, parce que si les assos, les administrations de sécurité sociale sont en excédent, que la sécurité sociale est en déficit, ça veut dire qu'il y a du plus quelque part, il y a du moins quelque part. Je ne vais pas aborder ici les sujets de compensation démographique, de surcompensation et toutes ces sortes de choses. Mais enfin, il y a un problème de solidarité, si j'ose dire, des budgets, en tous les cas, entre les diverses institutions de protection sociale qu'il faudra peut-être aborder un jour et qui permettrait de voir cette histoire du déficit un peu différemment. Alors, je m'attendais franchement pas à, je voulais pas le ressusciter fictivement, mais puisqu'il y a un débat sur la légitimité d'un financement par l'impôt, je voudrais dire un petit mot sur la CSG, puisque j'en suis un des coupables. Pardon. Bon, la CSG est un impôt, personne ne le nie. Mais c'est un impôt particulier, non pas parce que la CJUE, la CJCE plutôt, parce que c'était pas encore la CJUE, l'a assimilé à une cotisation, parce que c'est une histoire d'expatriation qui voulait pas payer deux fois. Enfin bon, donc c'est un impôt, c'est pas une cotisation, contrairement à ce que raconte depuis des décennies mon ami Gérard Filoche. Mais c'est un impôt. Mais Bruno, quand tu as dit c'est un impôt, tu as oublié un petit truc, c'est un impôt affecté. C'est un impôt affecté. La CSG, c'est pas la TVA. Voilà, moi j'entends avec intérêt, je partage ce qu'a dit Adrien sur... c'est scandaleux. Enfin, la TVA financement, la Sécu, on marche sur la tête. Hein, faut dire les choses. Je n'y reviendrai pas, mais au moins c'est de ce point de vue-là, c'est dit. Mais la CSG, c'est un impôt affecté. C'est-à-dire c'est un impôt tout entier à la sécurité sociale. Il n'y a pas un bout de CSG qui passe par le budget de l'État. Vous ne le trouverez pas. La CSG est prélevée directement par les URSSAF, en moins pour les revenus d'activité et les revenus de remplacement. C'est collecté par les URSSAF. C'est un impôt collecté par les URSSAF. C'est un impôt qui respecte l'autonomie de la sécurité sociale. Pour les revenus du capital, la DGFiP le perçoit parce que les URSSAF ne connaissent pas, et qu'on ne peut pas échanger les fichiers, ne connaissent pas les revenus du capital, presque par définition. Mais la DGFiP, donc les finances, la direction des impôts, les collecte pour le compte des URSSAF et les verse directement aux URSSAF. Donc oui, la CSG est un impôt, mais non, la CSG n'est pas un impôt d'État, c'est un impôt sécurité sociale. Quand on a fait ça, pourquoi ? C'était pas pour des raisons de financement. On l'a fait pour les prestations familiales. Daniel s'en souvient sans doute. Les prestations familiales étaient universelles. Je ne vois pas que l'universalité en la matière puisse se faire par la cotisation. La cotisation suppose par définition que je paye, donc j'ai un droit. Et si je ne paye pas, je n'ai pas de droit. Et je ne reviendrai pas ici sur les bonnes vieilles histoires d'assurance volontaire, d'assurance personnelle, des trous indéfinis qu'on avait entre les régimes pour différentes catégories de personnes. Mais l'universalité des couvertures, on l'a vu avec la CMU quand ça a été installé en 2000, je crois, révèle des situations qui n'étaient pas couvertes par des systèmes d'assurance. Et je ne parle pas des pensions de réversion dont je crois que certaines sont encore soumises à condition de contrat de mariage. Bon, enfin bon, on a des archaïsmes qui traînent un peu partout, mais moi je voudrais défendre ici, haut et fort, la CSG dans le financement de la sécurité sociale, parce que ce n'est pas un impôt d'État, c'est un impôt qui est affecté à la sécurité sociale.
Alors, j'en viens quand même à des histoires de sous. Parce que... Oui, je reprends le micro. Je tourne mes pages. Oui. Problème de financement. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire, je crois, sur les principes. Moi, je suis pour la cotisation, pour dire les choses simplement, pour les revenus de remplacement, indemnité journalière, chômage, retraite. Moi, je suis pour un financement CSG, pour tout ce qui est prestations collectives, droit à la santé, droit à une vie familiale, droit de l'enfant, etc. Tout ce qui relève de l'universalité des besoins. Je considère que la CSG est un moyen de financer la réponse aux besoins. Dès lors qu'il y a une universalité qu'il faut assurer que chacun a droit à la santé, que chacun a droit à une vie familiale décente, on va dire. Le sujet, pour moi, donc, au niveau des principes, il est clairement affirmé. Donc je défends ce que j'ai fait d'une certaine façon. Je n'ai pas de remords. C'était en 89-90, sauf erreur de ma part. Donc ça fait 35 ans. J'ai eu le temps de me mettre éventuellement des cendres sur la tête, mais non, toujours pas. Donc je persiste et signe. Mais le sujet pour moi, il est différent. Outre ceux que j'ai évoqués tout à l'heure du périmètre des institutions et des problèmes de solidarité entre les différentes branches, régimes, risques, types de prise en charge, c'est que il y a un problème pratico-pratique qui est celui que tu as évoqué, Adrien, qui est celui de la dynamique. Parce que d'un côté, on a des besoins, mais je vais pas y insister, le vieillissement, les besoins de santé, la technicité, etc. Bon, quand on a une croissance économique comme cette année 0,8, rentrer les besoins qui sont plutôt à 3, 3,5, 4, j'en sais rien, en évolution spontanée, ça va pas vraiment avec une économie qui globalement va à 0,8. Hein. Donc on a un problème de ciseaux. Alors ou bien on fait du rationnement, ce que font en général les PLFSS en normant drastiquement les évolutions de besoins plutôt qu'en ajustant les ressources, soit on cherche à ajuster les ressources. Donc moi j'affirme ici clairement le système de protection sociale, sécurité sociale, au sens où il faudrait peut-être le redéfinir, l'élargir au chômage et bien sûr à l'autonomie et d'autres choses, a besoin de financement pour couvrir les besoins que nous devons couvrir. C'est le principe, je crois, à gauche, je pense, sur lequel on peut quand même s'accorder entre nous en dépit de nos différences et même de nos divergences. Alors, la cotise, elle tient pas la route là-dessus, malheureusement. Pourquoi ? Parce que simplement depuis au moins 1975, on a un changement de régime. Je vous invite à lire mon prochain livre qui va sortir en janvier ou février. Mais je cite, moi je vous conseille de lire ça, l'étude de Pierre Consaldi pour l'IRES sur l'évolution des salaires depuis 1950. Hein. Donc, il dit quoi, Pierre ? Il nous dit que c'est flat, c'est plat c'est totalement plat depuis au moins 2017. Hein. Donc on a un sujet d'évolution de la masse salariale. Tu disais tout à l'heure, il faut se battre sur les salaires. Je pense. Jacques, si tu parles dans le micro, s'il n'y a pas de captation. Oui. Et en plus, vous êtes 4. Il faut en vouloir faire. Je m'arrête. Non, mais je reprendrai après dans le débat. C'est pas un problème. Non, j'affirme ici des principes. C'est-à-dire qu'on a une masse salariale qui a du chômage, 7,5. J'ai fait mes petits coins de table chez moi, mais passons à 5%. Je veux dire, la Sécu est d'abord malade du chômage. Point. Voilà. Hein. 7,5, je parle même pas de la précarité, de toutes ces situations intermédiaires, mais 7,5 de chômage, on passe à 5. Le sujet du financement ne se pose pas, même dans le périmètre
des caisses de sécurité sociale. L'autre aspect, je crois que c'est toi qui le disais, ou c'est toi, la masse salariale cotisée, la masse salariale URSSAF, c'est 90% de la masse salariale totale, avec les primes, même les heures sup, qu'on parle de défiscaliser maintenant, enfin, etc., etc., etc. Donc, on a des marges, je dirais, j'allais dire techniques. Elles sont politiques, parce que pour l'imposer, il suffit pas de prendre un décret, il faut avoir les forces politiques derrière qui permettent d'assurer le rapport de force. Mais en tous les cas, on a de ce point de vue-là des marges de manœuvre. Bon. Et le dernier, on reprendra après, c'est que la CSG, vous le savez, est un impôt cédulaire. C'est non seulement un impôt affecté à la sécurité sociale, mais c'est un impôt cédulaire, c'est-à-dire que c'est un impôt qui est par type de revenu. Et que, on le voit avec les retraites, comme pour la TVA, ce type d'impôt peut très bien faire l'effet, et fait l'objet avec les retraites, de taux de prélèvement qui sont différenciés. Et même pour les revenus du capital avec le PFU, puisque la CSG du PFU doit être à 17 ou 18%. Hein, plus ça. Bon, donc il est tout à fait possible, avec la CSG, d'instaurer, dans tous les sens d'ailleurs, des taux de cotisation qui soient différenciés, qui permettraient de taper plus fort les revenus les plus hauts et de taper plus fort les revenus du capital. On a donc là des marges de manœuvre tout à fait possibles. Bien. Merci pour cet exposé. On a là des termes du débat. Au fond, notre colloque, c'était quand même d'organiser du débat. Donc il est normal qu'on ait des positions différentes. Et je vais vous passer la parole tout de suite. J'ai d'autres questions à poser à nos intervenants, mais je crois que au point où nous sommes, il vaut mieux passer la parole à la salle. Oui, puisqu'on vient de parler de la CSG, moi j'ai quand même un petit reproche sur la CSG, si je ne me trompe pas. La CSG qui est prélevée sur les pensions de retraite, elle a 3 niveaux. Il y a un taux plein, réduit et un taux zéro, 4 niveaux même. Et de quoi dépendent ces niveaux? Du revenu fiscal de référence. Trompe pas toujours. Le revenu fiscal de référence pour les couples mariés, il prend en compte le revenu moyen des deux membres du couple. Quand il y a une grosse différence de revenus entre l'homme et la femme, la grande majorité des cas, c'est la femme qui a un revenu très inférieur. Elle se retrouve prélevée sur sa pension le taux de CSG qui correspond au revenu moyen des deux. C'est-à-dire, des fois, la femme, elle aurait à titre personnel 0% de taux de CSG. Elle se retrouve payée soit le taux réduit, soit le taux plein parce que son mari gagne plus. Est-ce que ça pourrait pas être quand même un peu amélioré? Je parle même pas au-delà du fait de savoir si oui ou non il faut que la CSG finance la Sécu. On répond après. Prenons les questions. Oui, alors, en préambule, je voudrais dire que je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Bruno sur les exonérations et avec ce qu'a dit Jacques sur la CSG, enfin, je ne vais pas y revenir, donc je vais soutenir sur ce point de vue. Mais je voudrais aussi dire mon étonnement de l'attachement oui, Daniel Lenoir, oui, de l'attachement à la cotisation pour financer la sécurité sociale en considérant que c'est la seule méthode et que... pourquoi je dis ça? Parce que je suis resté un peu marxiste sur les bords et que, en fait, comme l'a dit hier Pierre-Louis Bras, la cotisation patronale ou salariale, c'est une fiction juridique. En réalité, la cotisation, elle est payée par les salaires. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, mais Jacques l'a un peu dit, c'est que une bonne partie, enfin les salaires n'ont pas augmenté, et si on augmente les cotisations, ça va faire baisser encore plus les salaires, et à contrario, les profits, eux, ont augmenté de façon considérable. Alors il y a une sorte de contradiction dans ce que disait Aurore, c'est-à-dire que bien sûr, il y a toute une partie qui doit relever les cotisations, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques, les revenus de remplacement, c'est logique, et ça justifie aussi la participation
des assurés sociaux à la gestion, ça je suis d'accord là-dessus, mais il faut aussi qu'on puisse taxer les profits. Tu l'as dit, il faut aussi taxer les profits, et ça c'est pas de la cotisation salariale, ni patronale, c'est autre chose. L'avantage de la CSG, c'est que on pourrait être beaucoup plus lourd là-dessus, et puis il faut probablement avoir une taxation plus importante des profits, au-delà de la contribution via la CSG. Frédéric. Oui, sans anticiper sur le débat de tout à l'heure, Frédéric Bocara, économiste et responsable au PCF, il a été dit, les exonérations de cotisations sociales, c'est inefficace. Je pense que c'est un raccourci erroné. D'abord, il a été dit qu'il n'y a pas de conditions. Il y a des conditions, c'est faire des bas salaires. Les exonérations de cotisations sociales, je vais le dire de façon provocante, sont très efficaces pour faire de la France un pays de bas salaire. Eh oui. Oui, mais donc il faut pas rentrer dans le... Oui, mais je sais que vous allez être d'accord, mais il faut peut-être changer notre narratif, comme on dit. Parce que c'est du coup, ça permet de se raccrocher à la question de la masse salariale qui est venue de tous les côtés. Donc, et la masse salariale, c'est pas seulement l'assiette, au sens comptable. C'est la base de développement d'un point de vue marxiste. Parce que les capacités humaines. Et d'ailleurs, on disait toujours capacité à l'époque. On disait pas capacité humaine à la Amartya Sen, le prix Nobel d'économie, mais on disait capacité dans les textes de l'époque. C'est-à-dire les personnes, le prix attribué. Ah bah, si tu es précis sur les on n'a pas le temps. Sociales, ok. Tu peux l'être là-dessus aussi. Le pseudo prix Nobel attribué par la Banque de Suède. Ok. Bon. Donc, les capacités, c'est la base. Et donc la question d'une autre relation avec les entreprises, elle est sous-jacente. On n'a pas parlé de la modulation qui est une proposition fondamentale des communistes. Mais on en parlera tout à l'heure, j'en suis sûr. Mais je pense que c'est très important de trouver un chemin, une autre relation avec les entreprises. Parce que la crise montre peut-être, plutôt que de dire les salaires, c'est comme ça, ce que tu dis, Jacques, mais il nous faut entrer dans une autre relation avec les entreprises, parce qu'on voit qu'elles peuvent miner le système, et on voit en même temps qu'elles sont décisives. Ça, c'est mon aspect marxiste. Les entreprises, c'est pas seulement des méchantes. Et le dernier point, c'est sur la CSG, je serai beaucoup plus court. La CSG, une de ses spécificités, qui n'a pas été abordée, c'est qu'elle ne porte que sur les ménages. Donc ça pose un problème. Tu peux peut-être un peu préciser modulation quand même, puisque tu renvoies... J'explique modulation. Je ne vais pas anticiper. Ça a été dit, vas-y. Bon, c'est simple. La modulation, l'idée, c'est de faire un taux de cotisation plus élevé sur les entreprises qui taillent dans l'emploi et la formation ou qui n'appliquent pas l'égalité salariale femmes-hommes. Et un taux de cotisation normal, voire plus faible, si on voit que ça marche, sur les autres entreprises. Voilà. C'est pas bonus-malus au sens d'un, comment dire, je trouve plus le mot, excusez-moi, d'un jeu à somme nulle. C'est pour augmenter la cotisation et pour pousser la base. C'est ça l'importance. Mais c'est normalement le cas sur les accidents du travail. Et ça existe sur les accidents du travail. Donc ça conforte le fait qu'on peut le faire. Ok, merci. Mais je pose cette question parce que dans la salle, tout le monde n'est pas forcément. D'autres questions? Merci Didier Balzan pour la mutuelle familiale. Toujours sur cette question de cotisation sociale, de CSG, ça a été évoqué, je crois, hier, et un peu encore ce matin. Est-ce qu'on ne peut pas garder la centralité effectivement du travail et du lieu de production en élargissant l'assiette de cotisation sociale à l'ensemble des valeurs qui sont dans la valeur ajoutée, pas seulement les salaires, mais aussi donc les dividendes. Voilà. Donc ça, c'est une manière d'étendre. La CSG, elle joue un rôle évidemment puisqu'elle va prélever des prélèvements sur le patrimoine, mais ce sont les revenus du patrimoine. C'est pas directement sur l'outil de production. Tandis qu'en élargissant l'assiette de la cotisation sociale à l'ensemble des éléments qui font la valeur ajoutée, là on reste sur la production. Oui, pourquoi pas? Moi, j'ai pas de souci avec le fait que ça s'appelle un impôt. Hein. Mais simplement, on ne taxe pas les revenus du patrimoine, mais on taxe l'endroit où ça se produit. On peut pas dire on est pour la cotisation contre l'impôt
et dire on fait une cotisation qui est un impôt. Il y a quelque part on va te repasser la parole. On continue à faire le... Tu vas pouvoir intervenir. Ouais. Moi, j'ai une question un peu vraiment de béotienne. Il y a combien de salariés en France qui participent au financement de la cotisation sociale? Parce que la distinction qu'a fait Jacques Rigodia tout à l'heure en disant les prestations universelles et celles qui relèvent de la cotisation, moi, ça me semble, dans une société dans laquelle le salariat n'est pas le tout, une question qui mérite réflexion. C'est un peu dans la suite de ce que vient de dire le monsieur. Qui veut intervenir à la tribune? Jacques, vas-y. Moi, je voudrais déjà répondre à Christiane. Pardon, à Christiane. Tu vois, sur les retraites, il y a 4 taux. Hein, je vais noter d'ailleurs, au cas où. Il y a un taux à 0 pour les exos. Il y a un taux réduit à 3,8, un taux médian à 6,6 et le taux plein à 8,3, dont on dit qu'il devrait passer à 9,2 par ailleurs. Enfin, je sais pas où en sont les députés là-dessus. Peut-être que les députés eux-mêmes ne savent plus. Bon, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, je pense qu'il y a un sujet général de la fiscalité et du mode d'imposition que tu pointes assez régulièrement. Et dont la CSG, si j'ose dire, bénéficie collatéralement. Voilà. Mais c'est un sujet plus général de la fiscalité. Tu as tout à fait raison. Sur le salariat, j'ai oublié de ce petit truc, mais on doit être à 28 millions, tout compris, y compris public, quelque chose comme ça. Une vingtaine de millions URSSAF doit être dans ces eaux-là. Hein. 30 millions de travailleurs, dont 27 salariés. Quoi. 30 millions d'actifs, y compris les chômeurs. Ouais. Donc 25 à 26 millions d'actifs occupés. Merci, d'accord. Et la masse salariale URSSAF, je regardais, ça je peux te répondre, en 2024, c'était 714 milliards, URSSAF. Hein. Mais le sujet que j'ai oublié de dire, c'est que depuis le milieu des années 2000, contrairement à la tendance depuis la libération, les non-salariés augmentent. Et quand on dit augmente, c'est le résultat d'un ciseau entre les agriculteurs et les artisans commerçants qui continuent, même si ça commence à devenir asymptotique, mais surtout à l'explosion des micros et auto-entrepreneurs. Hein. J'ai fait ça récemment là, pour mon bouquin. On a, enquête emploi, on a 900 000 auto-entrepreneurs. Vous vous rendez compte, c'est 2 fois le nom des agriculteurs. Hein. 900 000 enquêtes emploi. Mais ayant payé au moins 1 euro URSSAF ou MSA, 1,8 million. Vous voyez, c'est une zone extrêmement grise. 900 000 ont travaillé au moins 1 heure dans l'année de référence. Hein, Fred, c'est bien ça la définition des actifs en emploi. Et il y en a le double qui, à un moment ou à un autre, ont une activité de micro-entrepreneur. Et donc on a, je ne parle pas du précariat par ailleurs dans le salariat, mais on a là quelque chose qui est tout à fait redoutable, qui va encore plus loin dans le problème que pose le principe d'une cotisation sur le salaire, qui laisse de côté tous ces gens-là dont on saisit mal la situation, et qui sont dans des situations alors monétaires de revenus tout à fait catastrophiques qu'on retrouve au RSA. Et en situation de pauvreté. Voilà moi ce que je voulais dire rapidement. Mon voisin a un chiffre. Non, mais c'est pas très important, mais c'est juste. Donc non, j'ai regardé, on est bien à 30 millions. Voilà, on a 30 millions de personnes en emploi, dont 27 en emploi salarié. Bah, les actifs, ça veut dire des personnes en emploi, je dis. Personnes en emploi sur le site INSEE. Bah, j'ai regardé sur l'INSEE à l'instant. Donc c'est fin 2023. Voilà, fin 2023, INSEE. 30 millions d'actifs, y compris les inoccupés. Et moi, j'ai 30 millions de personnes en emploi, dont 27 salariés. Bon, bref, comme quoi, apparemment, il y a 2 pages INSEE, il doit y avoir une aile gauche, aile droite, ou des fractions à l'intérieur de l'INSEE, je ne sais pas, mais il va falloir qu'on résolve ce truc-là. En revanche, il y a peut-être la question sur le capital, où je peux dire un mot rapide, parce que ça me semble important d'avoir cette discussion sur le rapport
entre taxation capital et cotisation. Est-ce que c'est deux univers séparés? Moi, j'ai tendance à penser que non. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, que je suis pas favorable à des impôts sur le capital. Et pour plein d'objets différents, il n'y a pas de sujet. Mais il faut aussi voir la porosité des deux. C'est-à-dire qu'augmenter les cotisations, c'est mécaniquement réduire la part des profits. Donc, en réalité, la hausse d'un taux de cotisation est une modalité de réduction des profits. Alors, c'est pas aussi ciblé. Bah, ça dépend quand. À court terme, oui. Oui, mais à court terme, oui. Après, l'organisation, le travail bah oui, bien sûr. Évidemment que c'est un rapport de force, mais en même temps, la cotisation est l'expression d'un rapport de force. C'est-à-dire, si jamais on a une discussion savante sur un monde hors rapport de force, je pense que ça n'a pas d'intérêt. On ne fait pas de la métaphysique. Le sujet, c'est savoir comment on exprime concrètement le rapport de force. Et je pense que la cotisation est une des modalités, pas la seule, mais est une des modalités d'expression de ce rapport de force. Bien, n'étant pas un économiste, je ferai juste une remarque peut-être un peu stupide, mais si je vois l'évolution de la situation, je vois que les cotisations patronales ont baissé d'année en année et que la CSG, d'une certaine façon, a bouché les trous. Ben non, si. Oui. Bon, ben vous voyez, je suis pas un bon économiste. Mais en tout cas, oui. La situation, elle s'est dégradée. Voilà. Avec la baisse des cotisations patronales. Merci. Alors, je passe la parole à Artigue et à son voisin ensuite. Oui, alors moi je suis pas du tout économiste, hein. Comme il vous l'a dit, je travaille dans le médico-social, mais il y a quand même un truc que je voudrais revenir parce que il en parle sur les cotisations patronales, mais si on parle sur les richesses produites qui servent à rémunérer les marchés financiers et le capital au détriment, mais du coup de l'emploi, des salaires, du développement du pays. Si on prend un taux de cotisation sur ces richesses financières, comme je vous l'ai dit, ça donne, si on prend 30,95%, ça donne 183 milliards d'euros. Si on prend juste 10%, ça donne quand même 59 milliards d'euros. Et en fait, pour ça, mais après, c'est pour obliger les entreprises, parce que c'est ça le but quand même au final, c'est obliger les entreprises à reverser cet argent dans les salaires, mais à la fin de la fin, c'est pour obliger les entreprises à du coup verser plus de salaires, à augmenter leur salaire, à augmenter leur marge salariale, et du coup, ça sera des cotisations. Mais c'est ça le but quand même, au final, c'est ça le but, c'est à récupérer, parce que cet argent, il est produit par qui? Par les travailleurs, on est bien d'accord, par la richesse de la force du travail des travailleurs. Donc du coup, c'est normal que ça revienne aux travailleurs et du coup dans les cotisations sociales qui pour la sécurité sociale. Merci. Moi, je voulais faire une remarque préliminaire. J'étais un peu étonné de l'entrée en matière de Jacques Ricodia. Je ne sais pas pourquoi il a eu besoin d'être aussi agressif, voire insultant. Je trouve ça vraiment, en fait, pas si étonnant que ça. Jacques Ricodia est un haut fonctionnaire, il incarne l'État, et c'est exactement ça que voulaient éviter les pères fondateurs de la sécurité sociale. C'est donner le pouvoir à l'État avec son arrogance, avec sa supériorité, avec je sais tout à la place des autres, et avec l'incapacité d'écouter les autres, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai pas dit je suis pour la cotise, je suis pour l'impôt, j'ai simplement rappelé une chose, c'est qu'avec la montée en puissance de la CSG, l'État a pris le pouvoir. Et vous me l'avez dit dans un entretien que j'ai fait pour ma thèse. Parce que le but, c'était de prendre le pouvoir, c'était pas seulement de financer l'universel, etc. Et donc, voilà, votre comportement me confirme que c'est peut-être pas une très bonne idée de confier le pouvoir sur la sécurité sociale aux fonctionnaires caractérisés par la surdité, l'arrogance, qui... Non mais vous rigolez là. Mais vous pensez que les gilets jaunes, vous pensez que les électeurs du RN, c'est quoi qui les motive? C'est ce type de comportement qui les motive. C'est ce mépris qui les motive. Et c'est pour ça que je suis furieux de ce type de comportement que j'ai déjà dû subir il y a 30 ans au ministère, mais qui persiste actuellement. Incapable d'écouter, incapable d'entendre des raisonnements, mais par contre imposer et prendre la parole vraiment 4 fois plus que les autres, quoi. Donc moi je dis ça, c'est une des bonnes raisons de ne pas confier le pouvoir à l'État sur la sécurité sociale. Et donc si c'était vraiment une taxe affectée, pourquoi n'avez-vous pas prévu
de renforcer la démocratie sociale, puisqu'elle est affectée. C'est un impôt très particulier, et donc ça doit être géré par les représentants du monde concerné. Ça, vous l'avez pas proposé. Au contraire, puisque le but, c'était de virer les partenaires sociaux. Vous m'avez dit, ils bouffent un fromage, ils sont incapables de prendre leurs responsabilités, etc. Il faut surtout qu'on leur retire le pouvoir. Moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes auprès des gens de la Cour des comptes. C'était vraiment un des objectifs de la CSG. Je ne dis pas que c'était le seul, mais c'était un des objectifs de... Non, mais vous regardez, les deux hauts fonctionnaires font non. Moi, j'ai fait des recherches. Je suis un chercheur en sciences sociales. J'ai publié, ça a été validé, mais les deux hauts fonctionnaires de la salle disent non, c'est pas vrai ce que tu racontes. Ben oui, mais c'est ça, c'est complètement fou, ça, ce monde dans lequel on vit. Donc, ne confions pas le pouvoir aux hauts fonctionnaires. Ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose de très important. Et la démocratie sociale, elle a une théorie qui est obligé au compromis. Donc c'est là où on va peut-être pas être d'accord, parce que c'est au compromis, y compris avec le patronat. Et c'est aussi toute une théorie de la capillarité, c'est-à-dire d'être capable de ressentir et de faire remonter quels sont les besoins sociaux et leurs évolutions. Et dans l'autre sens, parce que c'est des représentants, être capable de faire savoir les contraintes, les situations, et d'essayer de faire évoluer. Et ça, c'est quelque chose que la démocratie parlementaire soumise aux ordres du 49.3 et autres n'est plus capable de faire. Donc, si c'est un impôt affecté, eh bien, faisons en sorte que ça soit un moyen de revitaliser la démocratie sociale. Ça, moi, c'est vraiment le point auquel je faisais faire. Et tout à fait d'accord avec vous pour dire que les exos ont un impact. Moi, je ne veux pas dire que c'est efficace, c'est qu'elles ont tiré l'économie française vers le bas par les trappes à bas salaire et par qui en bénéficient, puisque on peut faire de la publicité. Donc on va sortir avec Michael Zemmour, Clément Carbonnier et Nathalie Morel un bouquin sur les politiques de défiscalisation qui montrent à la fois leur inefficacité par rapport aux objectifs qui leur sont assignés et le coût extrême que ça importe et les effets indirects non voulus qui tirent l'économie vers le bas, effectivement. Juste une remarque pour ceux que ça intéresserait. On a parlé de la ROC. Et nous avons publié dans les cahiers, au mois de juin, le discours qu'il a fait pour les 40 ans de la sécurité sociale. Lisez, vous verrez. Il a des positions peut-être qui ont évolué. Sur l'État, il est très clair. Il ne faut pas confier le pouvoir à l'État. Oui, non, mais je vous conseille, vous allez sur le site, vous trouverez ce texte qu'on a trouvé intéressant à l'occasion des 80 ans, moins un an éventuellement, et de ce qui a été dit au bout de 40 ans. Voilà. Est-ce que sur ces questions-là, vous voulez réintervenir? Sinon, puisqu'on a encore un petit peu de temps, moi j'ai 2-3 questions pour contribuer au débat et qu'on profite du temps dont on dispose. Je suis médecin et je suis préoccupé, comme vous tous, les malades parfois, par l'hôpital. On a regardé comment était financé l'hôpital et quelles sont les dépenses. En gros, l'hôpital public, je parle de lui, c'est la Sécu, les complémentaires, et un peu, mais pas beaucoup, les usagers. Pour ce qui est des dépenses, 70% des dépenses, c'est la masse salariale, et 30% les frais divers, dont des remboursements d'emprunts. Sur la masse salariale, il y a une taxe qui s'appelle la taxe sur les salaires. Elle est variable selon les niveaux de salaire, mais en moyenne, ça représente 10%. C'est 10%. À quoi sert cette taxe sur les salaires? On comprend que c'est une décision de l'État, c'est un impôt, qui a pour but de freiner la masse salariale. Voilà. Puisque si j'embauche quelqu'un pour 100 €, je vais avoir une taxe de 10 € et il va me coûter 110. Donc 10% de 70%, ça fait 7%. Quant aux dépenses diverses, elles sont soumises à la TVA, pour la plupart, 20%. Donc, 20% de 30%, ça fait à la louche 6%.
6% plus 7%, ça fait 13%. Alors, c'est pas des calculs d'économistes, hein, très précis, mais à la louche. Où va cet argent? Ben, il va dans les caisses de l'État. Et finalement, il vient pour l'essentiel de la Sécu, et ensuite, il va à l'État. Et quand on regarde ce que verse l'État à l'hôpital, je n'ai pas les chiffres, mais en gros, c'est moins. C'est-à-dire que l'hôpital public, de mon point de vue, finance l'État, et la sécurité sociale, l'assurance maladie, finance l'État. Alors, l'hôpital court après l'argent. Si on supprimait la taxe sur les salaires, ferait une bouffée de 10%. C'est pas négligeable. Si on remboursait la TVA comme on le fait, par exemple pour les collectivités locales. D'ailleurs, je sais pas, enfin, je suis pas assez calé en raisonnement, mais je vois pas ce qu'est la valeur ajoutée dans un système de santé. On soigne des humains, vous voyez, par exemple, comme médecin, moi, quand je travaillais, j'encaissais des honoraires, je payais pas de TVA, je produisais pas des biens matériels, on créait pas de la richesse, si ce n'est richesse humaine, mais comment la comptabiliser? Alors, si on faisait ça, ces suppressions, on améliorerait, on donnerait des marges à l'hôpital assez rapidement, et on allégerait la charge également de l'assurance maladie. Alors évidemment, c'est du transfert, entre guillemets, sur l'État. Mais je me souviens d'un texte de la Cour des comptes qui disait que c'était des financements en boucle, absolument absurdes, puisque l'État donne de l'argent, qui récupère, etc. Et il y a quelque chose d'irréaliste. Voilà, je voudrais avoir votre opinion rapidement, vous quatre. Est-ce que c'est idiot ou pas? Bon, sur le premier élément, la taxe sur les salaires, on va être très clair. Pour le coup, l'ensemble de la gauche, depuis 2 ans, vote son abrogation à chaque PLFSS. Donc il y a quelque chose, pour le coup, qui unit l'ensemble des groupes parlementaires de la gauche à l'Assemblée nationale. Oui, on vote cette abrogation de la taxe à 10%, parce qu'effectivement, il nous paraît qu'il n'y a pas de motif légitime d'opérer à cet endroit-là une contribution qui serait basée sur le personnel salarié dans le cas du budget de l'État. Voilà, ça nous paraît pas tout à fait pertinent. Et bien sûr, par exemple, un CHU comme celui de Toulouse, il y a 16 000 salariés. Si on abroge la taxe sur les salaires, ça dégage une masse salariale pour recruter 1 000 de plus. On passerait de 16 000 à 17 000 sur un CHU. Bon, c'est pour donner un peu un truc concret. Donc, oui, cette taxe sur les salaires, elle doit disparaître parce qu'il n'est pas légitime. En fait, je ne vois aucune plus-value concrète à cette taxe. Elle ne dissuade pas un comportement donné. Elle ne fait pas contribuer spécialement des personnes qui auraient trop de moyens. Et en revanche, elle a des effets négatifs qu'on peut multiplier, donc elle doit disparaître, je pense. Ceci étant... Pas seulement de l'hôpital. Oui, bien sûr, pardon. Supprimer cette... La taxe sur les salaires en général. Mais on a eu un petit échange avec Frédéric sur justement la taxe sur les salaires. Excuse-moi, je vais peut-être prendre un micro ou je peux peut-être intervenir après toi. Ok. Bon, donc... Pardon. Non, mais on parlait de taxe sur les salaires sur l'exemple hospitalier. Mais évidemment, c'est plus les générales. C'était pour répondre sur le cas d'espèce, mais évidemment que c'est quelque chose qui est plus global. Mais après, je pense que la question, on peut pas que la prendre par la taxe sur les salaires. Il faut poser la question plus générale du financement, enfin le modèle de financement hospitalier. Je pense que c'est ça le sujet. Qu'est-ce qu'on pense de la tarification à l'acte? Moi, j'en pense des choses absolument détestables de bout en bout, mais c'est un sujet de discussion éventuelle. Est-ce qu'on pense que il faut avoir une industrialisation du soin où on a des tarifs sur un ensemble de prestations qui sont remises et que du coup, selon la prestation qui est effectuée et sa durée, le montant alloué à l'hôpital n'est pas le même. Bon, on peut avoir des discussions là-dessus. Et comment est-ce qu'on s'en débarrasse totalement? Ou est-ce que on le garde sur certains actes, par exemple des actes qui sont plus minoritaires, et en revanche, on revient à une dotation générale. Et la dotation générale, comment on la calcule? Est-ce que c'est une dotation générale par établissement ou une dotation générale par tête? Et si on prend par tête, comment on calcule les têtes? Est-ce que c'est les gens qui viennent ou est-ce que c'est la population qui est dans le ressort? Bon, c'est des débats politiques qu'il faut avoir concrets parce qu'on va pas aller enfin, il faut aller dans le détail là-dessus. Et ça pose aussi la question des modèles de contribution sécurité sociale et État là-dessus. Parce que il y a par exemple des financements par les missions d'intérêt général ou quoi sur les hôpitaux. Donc en réalité, aujourd'hui, le financement est déjà mixte. Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait une part mixte du financement. Le sujet, c'est est-ce qu'il est légitime
qui contribue et comment utiliser l'argent à la fin. Voilà, c'est, je pense, comme ça qu'il faut poser le sujet sur la question hospitalière. En tout cas, c'est comme ça que moi, je la poserai. Tu n'as pas répondu sur la TVA. Pardon. Attends, est-ce que tu fais la taxe sur le salaire, comme ça on finit et après on fait la TVA ? Allez-y, vite fait. Non, mais très vite. Bon, la taxe sur les salaires est un impôt inique, certes, qui a commis dans l'historique. Il est là pour compenser le manque à gagner de l'État pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA. En fait, c'est un truc archaïque, voilà. En subissent la charge les associations, notamment les grandes associations qui choisissent ou qui n'ont pas le choix ou qui ne peuvent pas s'assujettir à la TVA ou qui choisissent de ne pas le faire. Voilà, c'était à peu près tout. Mais l'hôpital, qui par définition ne peut pas s'assujettir à la TVA, y est automatiquement assujetti. En fait, c'est la taxe sur les salaires, globalement, qu'il faut abolir. 10 secondes sur TVA. Mais redemande ta question, c'était ça que je te demandais. C'était quoi ta question de TVA ? C'est de la supprimer. Bon. Non, mais tu parles de supprimer la TVA en général ? Non. Ah non, ok, parce que je me dis en général, financièrement. Ah. Bah, moi, j'ai pas d'hostilité à ce qu'on examine cette suppression, mais j'aimerais bien d'abord qu'on ait une étude d'impact, quoi, pour savoir en fait par combien il faut la remplacer. J'ai pas de difficulté idéologique, évidemment, à supprimer la TVA. Simplement, là, j'ai pas la donnée sur moi, combien ça rapporte, et une fois qu'on sait combien ça rapporte, est-ce qu'on est en capacité de faire la transition vers un autre mode de financement ? Ça me pose aucun sujet, mais si jamais on pouvait préciser cette donnée-là, je pense qu'on serait tous plus capables d'aller sur le sujet, de répondre de manière concrète, en se projetant dans des responsabilités. Parce que, globalement, l'assurance maladie finance l'État. Dans les autres interventions sur le sujet, c'est bon. Est-ce qu'il nous reste encore 5 minutes ? Max. Alors, bref. Position sur la 5e branche. Il y a des tas de problèmes de financement de la question de l'autonomie. Dites-moi en 2 mots, chacun, votre position. Elle m'intéresse. Alors, on commence par... Au risque de surprendre Jacques Ricaudière, moi je pense que la meilleure réponse à la dépendance, c'est pas une assurance sociale. C'est la garantie d'un certain nombre de services, soit de services d'aide à domicile, soit de maisons médicalisées, donc c'est du service. Et comme on finance l'hôpital comme un service public ou l'école, donc c'est de mettre en place un financement de services publics, ce que j'ai appelé des emplois d'investissement social tout à l'heure, et donc avec de la CSG affectée et avec une gestion qui là intégrerait les représentants des pouvoirs locaux, puisque c'est vraiment quelque chose à mettre en place en fonction des besoins et des perspectives locales. On s'oriente vers une vision assurantielle et qui débouche sur quelque chose extrêmement inégalitaire, ce qui s'appelle le libre choix. Donc c'est Chirac qui l'avait souhaité. Hein, c'est pas à moi de décider pour vous, donc je vous donne de l'argent et vous choisissez entre guillemets ce que vous faites avec. Donc soit vous payez un service externe, soit vous payez votre bru, soit vous payez une maison médicalisée. Tous les travaux ont montré que ce choix n'est pas libre, il est déterminé socialement. Et donc, ça débouche sur de l'inactivité pour les moins bien rémunérés et ça débouche sur de la conciliation. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut prendre en charge un service directement financé par l'État qui serait moins coûté et plus efficace à répondre aux besoins de la dépendance. Bon, sur l'autonomie, ça doit être donc du coup, comme il a dit, ça doit être un service public. Parce que actuellement on le voit, hein, c'est donné aux branches libérales et il y a beaucoup de privés, surtout dans l'autonomie et le vieillissement. Hein, donc ça doit pas être dans les mains du privé et du coup le financement de la sécurité sociale du coup va dans les mains du privé. On a vu avec le scandale d'Orpea ce que ça peut donner, donc ça doit plus être aux mains. Ça doit être bien sûr géré démocratiquement avec du coup les collectivités locales, mais aussi les salariés qui doivent retrouver le pouvoir de décision dans ces établissements, parce qu'on manque beaucoup de pouvoir de décision dans tous ces établissements. Et du coup, dans la 5e branche, on n'est pas d'accord avec cette 5e branche. Et du coup, nous, on veut revenir avec un 100% sécurité sociale. Merci.
Merci beaucoup. Alors j'aurai plus de réponses aussi dans quelques semaines, puisque j'ai la chance d'être rapporteur de la branche autonomie cette année dans le cadre du PLFSS. Donc on va démarrer les auditions par ailleurs aussi pour poser le sujet. Bon, deux grands angles qui me paraissent pour le coup assez transversaux. Premièrement, quelle est la question générale qu'on pose? On parle d'autonomie, mais je pense qu'il faut donner le sens de l'autonomie. Pour moi, l'autonomie, c'est, j'ai envie de dire, vieillir sans entrave, si on voulait trouver une expression qui pourrait marcher. Non, mais quel est l'objectif politique qu'on donne? C'est quoi le récit? C'est quoi les objectifs des personnes? Et les gens veulent pas être maintenus en vie, les gens ils veulent vivre dignement et correctement. Donc, une fois qu'on a posé ça, quel est l'objectif politique de l'autonomie? Je pense que c'est le maintien à domicile pour toutes celles et ceux qui le veulent. Et que c'est une des tâches prioritaires aujourd'hui. Les gens veulent vivre chez eux avec celles et ceux qu'ils aiment. Et pas à l'autre bout du pays, et pas dans une chambre anonyme. Bon, ça c'est le premier enjeu. Une fois qu'on l'a posé, comment on le concrétise? D'abord, par un service public d'aide à domicile, bien sûr, pour que les gens puissent rester chez eux et avoir l'accompagnement qui est requis pour soit des gestes, soit une sûreté au quotidien. Et deuxièmement, avoir un réseau, en revanche, de maisons et de services publics d'accompagnement dans le grand âge, et ça va requérir de nationaliser. Oui, il y a des secteurs qu'il va falloir nationaliser pour avoir des maisons de retraite publiques. Je pense que penser, c'est l'articulation entre les deux, c'est assurer une trajectoire de vie digne et surtout heureuse. Parce que le sujet, c'est pas que les gens vivent longtemps, c'est qu'ils vivent longtemps et heureux. Et même, avant tout, qu'ils soient heureux. Merci. Quitte à décevoir Bruno Palier, je suis plutôt d'accord avec lui, avec une question pour quand même clarifier un peu les choses. Moi, je suis pour une caisse, hein, personnellement, pour un cinquième risque depuis très longtemps. Mais cinquième risque avec des établissements publics, avec la question que je lui retourne, c'est l'autonomie. Moi, je commence à voir ça pour moi, mais pour des parents, comme beaucoup d'entre nous, c'est le maintien à domicile. Quel est le statut que tu lui donnerais? Est-ce que c'est un service? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, les collectivités locales sont beaucoup impliquées là-dedans. Comment gérer ce maintien à domicile qui est déjà du risque autonomie, enfin un début de perte d'autonomie. Ça, moi, je suis pas du tout au clair. Je suis au clair sur les institutions. Je pense qu'il faut que ce soit des institutions publiques, sinon on parle plus de sécurité sociale, effectivement. Mais sur l'autonomie, moi, je suis très incertain avec le rôle des collectivités locales et des associations, pas du privé, bien entendu. Bien, merci. En fait, il y a le volet assurance maladie. Les personnes âgées doivent continuer à être prises en charge par l'assurance maladie et accéder aux soins comme tout le monde. Et puis, il y a tout le volet social qui est autre chose et qui est de financement public. Et mélanger les deux, c'est pas bon signe. En tout cas, je vous remercie. Bon, écoutez, on va arrêter là. Au moins, on a eu un bon débat et ça va nous aider à réfléchir. Merci et on passe la parole. 5 minutes de pause et voilà.